Nous parlons d'une affaire... Tu crois que celui qui avait dit que la vie c'est un combat, il blaguait? Nous parlons d'une affaire encore un peu plus compliquée que ça. Vous blaguez avec les amusements. La faiblesse sexuelle, mon Dieu. C'est même quoi la faiblesse sexuelle? Voilà. Bonjour. On est aujourd'hui dans une éducation sexuelle. C'est grave. Dieu a parlé ça à Méga jusqu'à... On parle de la faiblesse sexuelle. Les filles que tu fais, elles ne comprennent rien. On parle de beaucoup de choses. Elle ne comprend rien, comment? Ou bien elle ne sent rien. Elle ne sent rien. Bon, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Elle lit le journal. Maintenant que le spécialiste est là, on va poser toutes les questions. Oui, Larry. Les questions dont on se posait. Larry, oui, justement. Larry, quand on parle aujourd'hui de faiblesse sexuelle, on a l'impression qu'on parle une faiblesse sexuelle, éjaculation précoce ou impuissance, parce qu'on mélange parfois les trois. Les trois, oui. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible de nous différencier, la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce et l'impuissance voilà. sexuelle. Voilà. Déjà, il faut dire que pour ce qui est de la faiblesse sexuelle, c'est l'incapacité ou cette difficulté à pouvoir entretenir à bien, c'est-à-dire normalement, un rapport avec sa conjointe. Ça, il faut le dire. Et avec sa conjointe. C'est-à-dire c'est des difficultés qu'on éprouve à pouvoir entretenir à bien, c'est-à-dire normalement, des rapports avec sa conjointe. Et là, il faut dire que, a priori, quand on parle de faiblesse sexuelle, en un seul mot, il s'agit d'un trouble érectile. Trouble érectile, ça veut dire l'érection, notamment en ce qui concerne le sexe masculin, bien évidemment. Maintenant, quand on parle de faiblesse sexuelle, il faudra dire que la faiblesse sexuelle en elle-même n'est pas différente avec ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle. Par contre, l'éjaculation précoce est différente. Une éjaculation précoce, c'est le fait que pendant que vous entretenez les rapports, alors elle est d'une manière rapide, c'est-à-dire que vous jouissez rapidement, sans avoir, c'est-à-dire l'orgasme vient rapidement, sans toutefois que vous ayez, a priori, vouloir atteindre votre objectif. Voilà ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Et du coup, les gens aiment si bien l'associer à une faiblesse. Non, quand on éjacule précocement, on dit même médicalement, même déjà, c'est conseillé, c'est même très bien. D'ailleurs, ça prouve également la virilité de l'homme en ce moment-là. Mais par contre, en ce qui concerne l'impuissance ou bien la faiblesse sexuelle, qui est un problème érectile, là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Tout à l'heure, quand je papotais avec Mère Grâce, il y a un moment où j'ai parlé de... En fait, j'avais suivi un documentaire quelque part, on parlait de la masturbation. Est-ce que la masturbation, c'est une faiblesse sexuelle? Non. La masturbation n'est pas une faiblesse sexuelle. Mais par contre, la masturbation entraîne ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Et l'éjaculation précoce en elle-même maintenant va justement entraîner ce qu'on appelle la faiblesse, l'impuissance sexuelle. Donc voilà, ça c'est-à-dire c'est un processus en principe. Donc se masturber, en principe, il ne s'agit pas d'une impuissance. Parce que quand vous vous masturbez, il y a érection, bien évidemment. S'il y a érection, on ne pourrait déjà pas parler d'une faiblesse, sexuelle. Voilà. Donc, vous avez dit que la masturbation entraîne l'éjaculation précoce, ce qui peut à la longue entraîner des faiblesses sexuelles. La faiblesse sexuelle. Bien sûr. Donc, si quelqu'un a une faiblesse sexuelle qui est due au fait qu'il se masturbe au préalable, qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça s'arrête? Il faut qu'il arrête de se masturber ou alors il faut qu'il suive... Oui. Là, il faut déjà consulter, il faut rencontrer un psychologue, il faut rencontrer... Nous avons au Cameroun des sexologues également, qu'il faudra rencontrer justement pour pouvoir partager, pour pouvoir faire part de la situation dans laquelle on vit. Mais il faut dire que jusqu'ici, problème sexuel, c'est encore tabou. C'est-à-dire que ce soit l'impuissance, rares sont des couples, ou bien le conjoint, ou bien une conjointe qui fait part de sa faiblesse. Il faut dire que quand on parle de faiblesse, c'est un dysfonctionnement sexuel. Il ne s'agit pas seulement des hommes. Même la femme également est sujet d'un dysfonctionnement sexuel. Ce qu'on appelle encore en d'autres termes baisse de libido. Baisse de libido. Oui. Il ne faudra pas confondre avec le fait d'être frigide. Ne confondez pas la frigidité et la baisse de libido. La frigidité, on ne ressent pas. C'est la perte d'envie. C'est ce qu'on appelle frigide. Et quand on parle de frigide, ce n'est pas seulement la femme. Même l'homme est frigide. Donc il faut le savoir. Ça, c'est important.
Et là, quelles sont même les causes de la faiblesse sexuelle? Les causes. Les causes, il y en a plusieurs. C'est justement pourquoi beaucoup des hommes aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus des hommes, pourquoi? Parce que on sait que c'est l'homme qui fait la famille. Qui donne le ton. Voilà, qui donne le ton, voilà pourquoi. Mais nous parlerons tout compte fait des deux sexes. Mais en ce qui concerne l'homme, pourquoi parler des causes? Il faut justement s'arrêter sur les causes. Pourquoi? Parce que c'est ça qui pousse les hommes aujourd'hui à pouvoir se jeter dans ce qu'on appelle communément le Viagra. On est obligé de prendre certains médicaments et tout là parce qu'on veut aller au-delà, on veut s'exprimer, on veut réaliser beaucoup de choses. Mais je dis, loin de cela, il faut s'arrêter un tout petit peu et se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est la cause de ce problème. Ça, c'est important. Et parlant des causes, justement, il y en a plusieurs. Parlons déjà, je voudrais commencer d'abord sur l'aspect psychologique, parce que c'est très important. L'aspect psychologique, nous avons le stress. Le stress. Nous avons également la perte, ce qu'on appelle de l'estime de soi. C'est-à-dire l'anxiété, nous avons la perte de l'estime de soi, c'est-à-dire on a peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, je vois une belle femme comme Mère Grace et que je dessine des choses et tout là, mais au moment venu, c'est-à-dire quand nous sommes face au feu de l'action, non mais ça je dis, mais tiens, est-ce que je veux pouvoir être à la hauteur de tout et tout? Et là, ça affaiblit l'homme. Vous comprenez? Ça, c'est psychologique. Ça également, ça peut amener l'homme à ne pas, c'est-à-dire, il vit normalement, faire le travail normalement. Et là, il y a problème en ce moment-là. Et quand bien même, après, ils vont se séparer, bien évidemment, ce plaisir-là va revenir et tout. Et là, en ce moment-là, il va se dire, mais tiens, si. Pourtant, l'acte serait déjà passé. Donc, l'aspect psychologique est très important. Ça regroupe beaucoup de choses. Dans l'aspect psychologique également, ça, Mère Grace ne va pas me démentir, il y a cette violence sexuelle. Vous savez, le premier rapport qui a été beaucoup plus chez les femmes, bien sûr. Oui. Soit c'est un viol, soit la manière et tout. Également, ça affecte beaucoup plus ça peut causer un dysfonctionnement sexuel pendant les rapports. Et là, entraîner justement ce qu'on appelle une faiblesse. Donc, l'aspect psychologique, chez la femme comme chez l'homme, bien sûr. Le premier rapport sexuel qui n'a pas été meilleur. Voilà. Peut jouer psychologiquement sur sa vie sexuelle, sur la vie sexuelle à venir. Wow. Elle peut même perdurer, hein. Elle peut même aller au-delà. Oui. Au point où on trouve souvent des femmes qui ont toujours peur, ou bien des hommes qui ont toujours peur. Toujours comme je venais de dire, parfois n'est pas à la hauteur. Non, le premier rapport, j'avais été traumatisé, voilà, et tout. Comment est-ce que celle-ci va se passer, et tout. Donc il y a tout un questionnement. Voilà. Donc voilà l'aspect psychologique. Maintenant, sur l'aspect physique, c'est des pathologies. Notamment le diabète. Notamment l'hypertension. Il faut dire que tout ce qui est vasculaire, tout ce qui est cœur, je voudrais dire ici que le premier signe d'un problème cardiaque, c'est un problème érectile. Je voudrais ici interpeller beaucoup plus les hommes. Je dis bien le premier signe d'un problème cardiaque, c'est le problème érectile. Ça ne donne pas la bas. Pour ne pas dire ça ne se lève pratiquement pas. Donc, comme pour dire qu'il y a un problème vasculaire, il y a un problème de circulation. Vous savez, pour qu'il puisse y avoir érection, il faut qu'il y ait l'afflux de sang. Il faut qu'il y ait une bonne circulation pour que la verge de l'homme puisse normalement se tendre. Alors, quand il y a un problème de trouble de circulation, il y a un problème de maladies cardiovasculaires et tout là, le cœur est atteint, ce qui fait que le bas là ne bouge pas. Voilà. Donc, voilà, il y a ces problèmes pathologiques, il y a le diabète, il y a l'hypertension, il y a les problèmes de cholestérol, l'hypercholestérol, c'est également, trop de graisse également, c'est un problème. C'est ça qui empêche la bonne circulation. La bonne circulation, justement, ça a un impact, ça peut obstruer les voies. Alors, nous avons également les problèmes de la thyroïde, comme pathologie. Nous avons également des personnes immunodéficientes, c'est-à-dire cancer, VIH et tout, parce que l'immunité est bas. Il faut comprendre, quand on a des infections sévères, on n'a pas une immunité optimale pour pouvoir répondre à bien sexuellement. Ça également, c'est un problème. Voilà. Maintenant, il y a aussi comme facteur, nous avons le surpoids et l'obésité. L'expérience a prouvé que l'excès de graisse accumulé au niveau de l'abdomen fait que l'homme n'est pas assez performant, même la femme ne joue pas normalement pendant les rapports. C'est-à-dire n'éprouve pas
de bon plaisir pendant les rapports. Dans les femmes qui sont en surpoids, En surpoids, oui, d'obésité. D'obésité, ça joue. Ça joue. Il y a une baisse de libido, bien évidemment. Ah, ma. Et Les maintenant- miss Mamie Kilo. et maintenant, il y Mais a ce que... comment donc expliquer, même ces femmes qui sont fortes de corps, qui ont un appétit sexuel et qui sont parfois insatiables? Oui, ben, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faudra pas qu'on confonde ces troubles avec ce qu'on appelle les pannes. Les pannes sexuelles, tout le monde est sujet aux pannes. Ça peut être, comme je dis, psychologique, ça peut être momentanément, peut être spontané pour aujourd'hui et que demain vous avez un super appétit. Ça, c'est différent. Mais maintenant, quand le problème est récurrent, c'est-à-dire 2-3 mois, il y a problème. Là, il faut consulter. Wow. Là, il faut consulter. Parce qu'il y a des hommes, avec 2-3 mois, ils peuvent avoir ces problèmes érectiles qui deviennent fréquents et tout, et que vraiment, ça ne marche pas. Y compris la femme également. Et comment, c'est quoi? Parce qu'il y a Aline Gotonnier qui nous regarde, qui dit le premier problème cardiaque est un problème érectile. Voilà, c'est ce que je venais de dire. Le premier signe, c'est ça. Ça, c'est clair. Comment ça? Oui, mais parce que c'est le cœur qui pompe le sang. Il faut qu'il y ait la force au niveau du cœur pour que le bas. Vous n'avez qu'à voir, je prends un exemple, les tests systématiques. Hein, pour ceux qui le font en entreprise et tout là. Ouais, quand le gynécologue vient là, il demande à l'homme. Il dit toussez, monsieur. Ouais, il voit comment là. C'est pour voir comment la verge, ça se. Est-ce que ça bouge? Est-ce que voilà et tout. Et pourquoi? Parce que c'est l'inspiration, respiration profonde. Ça permet justement de voir. Voilà pourquoi on dit que c'est le cœur. Le premier signe d'un problème cardiaque, il faut dire que c'est un problème érectile. Ça, elle a tout à fait raison. Donc bien entretenir son cœur, c'est bien entretenir sa très sexualité. très bien. Ça, c'est répondu. Voilà la réponse. Mais comment bien entretenir si le cœur est malade, là en bas, également, ça serait malade. Donc maintenant, comment donc entretenir ce cœur-là? Bon, bien entretenir son cœur, c'est bien manger, c'est manger équilibré, c'est éviter tout ce qui est gras. Mauvais gras, c'est-à-dire légumes par jour. Mais voilà, c'est faire du... On n'entend pas 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits, ça veut dire manger 2 à 3 variétés de fruits par jour. Parce que ce n'est pas évident de manger 5 à 6 variétés. Ça veut dire prendre la papaye le matin, à midi une pomme et le soir l'ananas. Voilà 3 variétés de fruits. Il ne s'agit pas de la quantité, c'est la régularité, c'est ça qui compte. Maintenant, c'est entretenir, éviter d'étouffer son cœur. Éviter d'étouffer son cœur, c'est de manger, d'éviter de manger trop des huiles, trop des acides gras saturés, la viande rouge, la charcuterie, tout ce qui est, sans oublier le sucre, parce que le sucre également c'est un problème. Voilà. Pour le cœur. Les shawarma. Alors, quand le cœur n'est pas encombré, le cœur vit, et voilà, les organes également vivent. Voilà comment, et boire beaucoup d'eau et faire du sport. Il faut bouger. Quand on bouge, un cœur qui ne travaille pas, c'est un corps qui meurt. Ça, c'est ce qu'on le dit, on le dit toujours. Alors donc, il faut bouger. Parce que la sédentarité également endommage le cœur, empêche le cœur de pouvoir bouger. Voilà. Donc, elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Larry, revenons un peu en arrière. Maintenant, que pensez-vous des aphrodisiaques sur notre santé? Parce que aujourd'hui, les gens qui ont les faiblesses sexuelles, machin, trucs, éjaculation précoce, beaucoup font recours aux aphrodisiaques. C'est-à-dire qu'ils vont devant les machins, je veux un truc pour me... Oui, justement, ça il faut dire, et voilà pourquoi on venait de... On le disait là tout à l'heure avec le problème du cœur, il faut dire que l'un des impacts des aphrodisiaques, c'est le cœur. Ça peut aller jusqu'à causer ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Oui. Mais grâce, tu entends? Ça, il faut le dire. Et je voudrais dire une chose, c'est que ne nous leurrons pas, soyons réalistes. À partir de 40 ans, il y a une baisse de forme, d'une manière générale, pour tout le monde. Que ce soit la femme, que ce soit pour l'homme. N'oublions pas, sur ce plateau, nous parlons de la dernière fois de la ménopause. La ménopause entraîne beaucoup de choses. Oui. Chez la femme, même la baisse des libido. Alors, vous dites-vous bien que quand vous avez 40 ans, 50 ans, comment est-ce que vous voulez vous répondre encore activement, c'est-à-dire sexuellement, comme quand vous avez 30 ans ou bien 25 ans? Ce n'est pas possible. Même une voiture neuve qu'on achète, après un certain nombre d'années, perd
sa puissance, perd son efficacité en termes de vitesse et tout. C'est la même chose avec l'organisme. Voilà pourquoi des gens ne veulent pas accepter la réalité et on se jette sur les aphrodisiaques. On est obligé de prendre ça pour pouvoir booster. Pour eux, c'est une façon de booster, c'est pour donner plus la force, mais l'épanouissement sexuel ne se retrouve pas dans le physique. Ce n'est pas le physique. Parce que beaucoup plus prennent l'aphrodisiaque, pour eux, c'est synonyme de puissance, de physique. Parce qu'ils vont, je ne sais pas, ou bien ils vont faire rêver cette dernière, leur conjoint et tout. Non, il faudra qu'ils fassent attention parce que la plupart des aphrodisiaques même ont des contre-indications. Et je voudrais dire que pour tous ceux qui prennent et qui nous suivent, qui prennent les aphrodisiaques, évitez notamment de prendre les aphrodisiaques avec comme fruit le pamplemousse. Parce que le pamplemousse est contre-indiqué contre les aphrodisiaques. Bon, voilà, il y a Aline qui demande, qui dit qu'elle a loupé sur la ménopause, le cours sur la ménopause. Oui. Oui, et tout à l'heure tu disais que la ménopause joue aussi sur la sexualité. Oui, de la femme. La baisse de libido. Il y a cette femme-là parce que non seulement avec ce cortège de baisse de libido, insomnie, bouffée de chaleur, vous comprenez que la femme est dans un état de mal. Elle est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise non seulement sur le point de vue physique et psychologique également. C'est-à-dire rien ne la plaît, en principe. Cette phase-là, comme nous l'avons expliqué la dernière fois, fait que la femme, et justement un monsieur m'a posé la question sur une chaîne de la place pour dire que qu'est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir aider la femme? Je dis, c'est l'aspect psychologique. Il faut accompagner la femme. Et on n'a pas dit que pendant la ménopause, quand on est en ménopause, on ne doit plus faire des rapports. Au contraire, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle cette sécheresse vaginale, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut arrêter. Non, au contraire. La femme, l'homme devrait amener sa conjointe à pouvoir l'accompagner, c'est-à-dire sur l'aspect physique, psychologique et physique pendant cette période, justement pour éviter qu'elle soit traumatisée. Parce que parfois, c'est même l'homme qui fuit son époux en disant que non, ma femme est déjà en ménopause, oh ben c'est fini, ça c'est... Mais voilà. Comment donc expliquer le fait que ces femmes, à un certain âge, elles ont beaucoup plus un appétit sexuel pas possible? Justement parce que après cette période, la ménopause proprement dite, parce qu'elle varie de femme en femme, c'est un dérèglement, c'est un problème hormonal. Après, il y a cet appétit-là qui revient. Alors, ça devrait revenir pour celle qui est accompagnée. Pour celle qui est accompagnée. Parce que pour celle qui s'est figée déjà, pour dire, voilà, ma vie, je n'ai plus rien à gagner, je n'ai plus rien, dites-vous bien qu'elle va perdre progressivement. C'est-à-dire, il y a déjà la baisse et ça va s'enfoncer, ça serait beaucoup plus accentué au point où ça ne va même plus l'intéresser. Après la ménopause, pour prendre dit, elle serait là comme ça. Par contre, chez certains, je dis, pendant ce temps-là, c'est l'occasion plus que jamais. Parce qu'à partir de 40-45 ans, c'est l'âge à laquelle il faut même plus prendre soin de son corps. Sur tous les aspects. Que ça soit sexuel et tout, bien manger et tout. Ça, c'est bon. En ce moment-là, justement, elle va stimuler. Parce qu'il s'agit d'une stimulation. Elle va pouvoir stimuler, sur le point de vue psychologique, cet appétit-là. Et ça vient. Donc, ça a été prouvé. Et comme je dis, les corps sont différents. Les corps sont différents parce que ce que vous pouvez ressentir, cet appétit, dans la ménopause, peut être nettement différent de celle de votre soeur ou bien de celle de votre cousine. Ça, c'est toujours différent. Parce que l'organisme en elle-même, elle est unique. Ça, il faut le comprendre. Et que dire donc de la sédentarité sur l'activité sexuelle? Oui, mais voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un corps qui ne bouge pas est un corps qui meurt. Ça s'atrophie. L'épanouissement sexuel a besoin également de la forme, de l'endurance, du physique. C'est tout un processus. Voilà pourquoi j'ai dit, arrêtons-nous de nous focaliser sur le physique seulement. On a besoin de tout, même de l'endurance, bien évidemment. Et ça passe par quoi? Ça passe par les exercices, ça passe par le sport. Contrairement à la sédentarité. Quelqu'un qui est sédentaire, sexuellement n'est pas performant. N'est pas performant, non actif. Tu comprends donc pourquoi je fais trop de sport? Ça, il faut le dire. Et quand on dit performant, je ne dis pas que quand on est sédentaire, on ne jouit pas. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis la performance. Quand je parle de la performance, vous comprenez ce que c'est. Voilà. C'est des gens, a priori, après un jet, s'endorment.
Notamment s'il s'agit beaucoup plus de l'homme, il va même plus dormir que la femme. Ça veut dire qu'il s'oublie là totalement, c'est comme s'il avait bu un casier de bière et tout et tout. Donc voilà. Voilà l'impact également, les conséquences de la sédentarité, autant pour moi. Alors, tout à l'heure, vous disiez que ceux qui ont les 40-45 ans là, il y a une baisse automatique. Oui, pour tout le monde. Mais est-ce qu'eux, ils sont obligés de se rabattre dans les aphrodisiaques? Est-ce qu'ils ne peuvent pas simplement entretenir le corps, comme vous dites, et... Par une bonne alimentation. Par une bonne alimentation. Pas des exercices. Et le sommeil également est très important. Voilà. Le sommeil. Et bien dormir. Et tout à l'heure, vous parliez de pamplemousse. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent entraîner une faiblesse sexuelle? Oui. J'ai parlé là tout à l'heure de tout ce qui est acide gras saturé. Les huiles. Oui, des huiles. Vous voyez, on nous demande de prendre souvent les aspirines et tout ça. Pourquoi? C'est pour fluidifier le sang. C'est pour que la circulation soit fluide. Comme on parle de l'embouteillage dans la ville et tout. C'est la même chose avec la circulation. Alors dites-vous bien, vous prenez de l'eau glacée. Ça, c'est un exemple qui ne parle pas. Vous prenez de l'eau glacée, vous prenez trop d'huile. S'il y a trop d'huile dans un moteur, le moteur s'étouffe. C'est la même chose. C'est pour dire que si vous mangez trop des acides gras, vous mangez trop de sucre et tout là, ça va vous affaiblir. Vous ne répondez pas, vous n'avez pas assez d'énergie. Hein? Il faut éviter donc les aliments à index glycémie élevé. C'est-à-dire qui vous donnent l'impression que vous avez plus de force et après, ça chute. Voilà. Ça, c'est très dangereux. Les aphrodisiaques. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut éviter. Éviter les aphrodisiaques. Oui, ça, il faut vraiment l'éviter. Parce que ça a vraiment des conséquences. On ne peut que vous le prescrire si vous avez, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on appelle faiblesse, un problème de pathologie. Diabétique, vous êtes diabétique, hypertendu. Mais là, c'est des médecins qui vous prescrivent et ça, c'est limité par le temps. Parce qu'on le prend pour une courte durée. Il faut faire très attention parce que vous le prenez alors, ça c'est très dangereux même pour les reins. Voilà, et pour le cœur. Voilà. Bon, pour ceux qui ont maintenant déjà la faiblesse sexuelle, quels sont les aliments qu'ils doivent prendre pour pouvoir les aider? Ceux qui sont faibles sexuellement, ceux qui ont une impuissance sexuelle, ils doivent manger quoi pour pouvoir se booster? Puisqu'ils ne doivent pas prendre les aphrodisiaques. Donc, dans un premier temps, si ce problème n'est pas d'ordre pathologique. Pathologique, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a des maladies. Diabète et tout, ça se comprendra. Parce que si c'est problème diabète, maladie cardiovasculaire, tension et tout ça là, il faudra bien évidemment s'assurer de ce qu'on devrait prendre pour ne pas que ça ait un impact avec votre problème de maladie. Voilà. Maintenant, quand c'est un problème spontané, psychologique, comme je venais de dire, j'évoquais les cas psychologiques ici, parce que pour que ça soit psychologique, c'est facile de le reconnaître. Ça veut dire que l'homme qui se masturbe, ça se lève. Mais pourtant, quand c'est pathologique, quand vous vous masturbez, même ça ne se lève pas. Il y a problème. Alors, certains, dans la nuit, ça peut se lever d'une manière spontanée. Chez l'homme, je veux dire chez l'homme. En ce moment-là, il ne va pas dire qu'il a un problème. Non, c'est un problème transitoire, c'est une panne sexuelle en ce moment-là. Alors, il y a des aliments qui boostent, assez efficaces même, au lieu de se jeter dans le Viagra. Je prends l'exemple, la betterave. Yes. Hyper puissant, je dis bien hyper puissant. Mais j'achète chop ça jusqu'à. La betterave. Oui. Je prends l'exemple encore. En dépit de la betterave, nous avons ce qu'on appelle les radis, nous avons ce qu'on appelle les carottes. Les carottes, yes. Nous avons la banane. Yes. Parce que c'est riche en potassium à ma maison. C'est très bien. Il y a des hommes qui bandent difficilement. S'ils mangent les bananes, ils font des cuits de bananes. Non, mais ils seront efficaces. Wow. Il y a ce qu'on appelle seulement les hommes? Non. Hommes comme femmes? Hommes comme femmes. Il y a ce qu'on appelle l'avoine. Ça fait partie des céréales complets, les avoines. Ça, c'est aussi hyper efficace. On peut faire un smoothie de jus de banane avec les avoines. Voilà, ça booste également l'impuissance. Et ça permet d'être optimal. Mais le seul problème, c'est que c'est un problème de régularité, c'est un problème de mode de vie. N'attendez pas à avoir séduit une belle femme et ce même jour-là, allez manger les ananas ou bien les papayes ou bien comme on dit, ou bien la pastèque qui est aussi très efficace. Non, vous serez surpris parce que ça va vous décevoir et là vous allez dire que mais tiens, on a dit sur un plateau que non, quand on mange la betterave, non. Je vous ai dit ici que voilà la constance, ça se prépare. Même les rapports sexuels se préparent. Il faut préparer un rapport. Un bon rapport doit se préparer dès l'avance, sur tous les aspects. Voilà pourquoi
pour mieux entretenir les rapports, éviter comme ceux qui le font, parce qu'il y a ceux qui font plutôt l'inverse, ils se jettent dans l'alcool, ils disent, s'ils boivent bien, ils seraient plus forts. Non, faites très attention parce qu'il n'y a vraiment pas de relation entre la puissance, l'appétit sexuel et l'alcool. Voilà, moi je voulais revenir, parce qu'on a encore au moins 30 minutes pour échanger. Moi je veux revenir sur la pathologie, c'est-à-dire la faiblesse sexuelle. Ces personnes qui sont peut-être en panne sexuelle. Et il y a des personnes par exemple qui, quand ils ont des envies, ils vont te manger le Mbita-Kola, ils te boivent de la Guinness, parce qu'ils veulent être performants sur performance au jour. Et est-ce que les deux, ces aliments sont, en fait, est-ce que c'est nocif jumelé ensemble comme ça là pour la santé sexuelle de l'homme? De l'homme, bien sûr, bien sûr. C'est très nocif même d'ailleurs. C'est très nocif. La bière et le Mbita-Kola. Mais c'est vrai que ça crée un effet. Ça a été prouvé parce que les gens en prennent et il y a des résultats. Mais dites-vous bien que au-delà de cela, les organes souffrent et notamment le cœur, comme je venais de dire. Associer le Mbita-Kola et la Guinness, c'est déjà incompatible. C'est incompatible. Voilà pourquoi je venais de dire, il suffit de se rapprocher, soit des diététiciens ou bien des nutritionnistes. Il y a des aliments ou bien de faire des recherches. Si vous n'avez pas des problèmes d'intolérance alimentaire, il y a des aliments qui boostent, qui jouent ce rôle que le Viagra ou bien la Guinness et le Mbita-Kola auraient pu jouer. J'ai pris l'exemple, j'ai dit la pastèque. Il y a les grains de lin, du chia, les fenouils. Associé à ces grains-là, le pistache. On entend parler beaucoup plus. Voilà, des couches. Associer ces grains-là, je vous assure, c'est hyper puissant. Il y a de cela 2 ans, je me rappelle, j'ai fait une petite recette comme ça pour un couple. La femme m'a interpellé pour me dire qu'est-ce que tu as donné à mon mari. Parce que cette dernière me disait que le monsieur, que ce soit à la cuisine, que ce soit au salon, que ce soit partout, elle ne reconnaissait plus son mari. Pourtant, c'était uniquement avec des aliments. C'était uniquement avec des aliments. Et pourquoi aussi? Parce que l'homme en elle-même n'avait pas un problème de maladie, il avait un problème psychologique. Il avait un problème psychologique tout simplement. Alors, et la communication est très importante parce que la communication passe entre les deux. Donc, il faut partager cela. Il faut partager cela. Je vous ai dit, quand on le prépare, comme je venais de dire tout à l'heure, avec sa conjointe et tout là, on peut être encore très performant. De l'eau. Très performant que de prendre la Guinness et le Mbita-Kola. Oui, quand on le prépare. Je veux dire, vous partagez avec votre conjoint, c'est plus mieux. Ça corrige même beaucoup de choses. Cette crainte-là, cette perte d'estime de soi, ça corrige ça. Ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est important de consommer beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Pour préparer l'organisme. Voilà. Voilà. Et maintenant, il y a aussi cet aliment qu'on a pour habitude de manger. On te dit que, puisque ça se dit même d'ailleurs, ce n'est même pas que ça se dit, la plupart des nutritionnistes ont trouvé que l'arachide produisait beaucoup de sperme. Ça produit le sperme, mais est-ce que ça relève l'activité sexuelle de... Non. Ça produit juste le sperme. Ça produit tout simplement. Donc les gens qui disaient que je dois en manger... Non, parce que là on se fie ici à la quantité. À la quantité. Et quand je parle de la quantité, il parle beaucoup plus de liquide. C'est ça. Vous savez, je venais de dire, l'aspect psychologique est très important dans les rapports. Parce que vous vous rendez compte que 2 personnes qui s'amusent et que au finish, la femme, cette dernière, ne voit pas son mari éjaculer. Vous comprenez un peu qu'il y a cette honte-là. Alors on se demande que, mais tiens, est-ce que celui-ci, c'est même un homme? Vous comprenez un peu? Alors pour certains, le fait déjà d'éjaculer, de faire beaucoup de liquide, prouve pour lui qu'il est performant. C'est pour ça que je dis non. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ce qu'on appelle l'épanouissement, la performance sexuelle. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'endurance. D'ailleurs, vous les femmes,
la femme est la seule personne mieux qui apprécie, qui oriente le conjoint. Ça, il faut savoir, en ce qui concerne les rapports. Surtout quand elle sait s'y prendre. Elle guide. C'est elle qui guide, bien évidemment. C'est elle qui tourne. Voilà. Donc, au point où l'homme, c'est pour cette raison que l'homme, le plus souvent, a cette peur-là. Contrairement à la femme n'a pas souvent peur de ne pas être à la hauteur. Non, non. C'est beaucoup plus les hommes qui ont peur d'être à la hauteur. C'est pour cette raison que vous verrez, certains gens, je dis, au-delà même du Viagra, ils vont faire même du sport. À la veille, pourquoi? Parce qu'ils ont un rendez-vous et tout et tout. Non. Au contraire, vous vous tuez le corps. Vous n'avez pas besoin de faire le sport à la veille du jour que vous devez faire les rapports. Au contraire, j'ai même bien peur pour vous que ce jour-là, vous ne soyez même pas à la hauteur. Vous soyez plutôt fatigué après. Donc, c'est un problème, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel et c'est l'aspect psychologique qui est d'abord plus important que tout. C'est l'aspect psychologique. Cet échange qui s'effectue. Tout commence dans la tête. Voilà. Mais et comment donc sortir de sa tête? Comment donc vider sa tête? Parce que tu as des personnes qui sont anxieuses, qui n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels. Ben, vous l'avez dit sur ce plateau plusieurs fois que les psychologues ne sont pas seulement pour des fous. Tout le monde a besoin des psychologues. Oui. Voilà. Il faut qu'ils consultent. Oui. Il faut qu'ils consultent, qu'ils vont chez les psychologues et qu'ils ne cachent pas la situation, qu'ils vivent. Qu'ils en parlent, et qu'ils en parlent, pas seulement aux psychologues, comme je venais de dire, même leurs conjoints peuvent les aider. Ça, c'est très important. Leurs conjoints peuvent les aider. C'est vrai également que ceux qui ont déjà ce problème-là, parfois s'enfoncent plus quand ils ont face à eux une conjointe qui ne s'y connaît pas aussi. Là, totalement, c'est fini pour eux. En ce moment-là, ils n'oublient jamais, ça devient un traumatisme. Vous comprenez un peu. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit, quand la conjointe s'y connaît également, tout compte fait, les rapports, c'est une école. Il faut apprendre. Il faut apprendre. C'est pour ça qu'il y a des sexologues. Les sexologues existent. C'est important de savoir. C'est une école. Donc, il faut partager avec son conjoint, sa conjointe. Et je crois qu'à 60%, on corrige la plupart de ce problème à partir de l'aspect psychologique. Voilà. À partir de l'aspect psychologique. Donc, bon, maintenant, comment se mettre en condition pour pouvoir avoir un bon rapport sexuel? Ça, c'est très important. De un, évitons de dramatiser. C'est-à-dire, sachant que nous avons, puisque chacun devrait se connaître, c'est important de se connaître soi-même. Dans ce domaine-là, je veux dire dans ce domaine bien précis, c'est important de se connaître. Voilà, une fois quand on se connaît et qu'on connaît sa conjointe, parce que imaginez, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des couples qui n'ont pas pu se marier, tout simplement pourquoi? Parce que l'un ou l'autre, entre guillemets, sexuellement était faible. Oui, il y en a eu, que je vous rencontre, mais grâce, et que ce que j'attendais lors du premier rapport ne se réalise pas, je dis mais tiens, celle-là je ne peux pas la mettre dans ma maison. Ça vous le savez? C'est vice-versa également. La femme également dit non, je ne peux pas faire le chemin avec ce dernier. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je dis, il faut éviter. Une fois qu'on se connaît, on échange, on partage et ça c'est important. On peut faire chemin ensemble. Voilà pourquoi je parle de se dramatiser. Maintenant, l'aspect physique qui va venir, qui est justement le bien-être, c'est-à-dire c'est de bien vivre, de bien s'alimenter. Et une bonne alimentation passe d'abord par l'hydratation, c'est-à-dire il faut boire de l'eau. Il faut bien boire de l'eau. Une personne qui ne boit pas assez d'eau n'est pas sexuellement performant. Donc ça passe d'abord par l'eau. Il faut bien boire de l'eau et manger assez de fruits, assez de légumes. Riche en antioxydants, bien évidemment. Et éviter, comme j'ai dit, éviter justement tout ce qui est nocif, qui pourra non seulement encombrer le cœur, étouffer notre organisme. Voilà. Wow. Et là, vous serrez. Et pour finir, bien évidemment, il faut faire des exercices. D'une manière, on nous demande de faire 3 fois le sport par semaine. Alors,
Pour quelqu'un qui a toujours bien mangé, qui dort bien et qui fait son sport 3 fois par semaine, dis-moi bien comment est-ce que sexuellement il ne serait pas performant. Voilà. À moins qu'il soit malade. Ça, je l'ai dit. Voilà. À moins qu'il soit malade. Il est bien vrai, Larry, vous avez commencé par nous donner un peu les techniques, comment améliorer sa performance sexuelle. Est-ce que vous pouvez encore nous en dire plus? C'est-à-dire, comment améliorer sa performance sexuelle? Voilà. Dans ce que l'amélioration, ça passe par l'alimentation. Ça, j'insiste là-dessus. Pour que les gens évitent de consommer. Je ne veux pas ici citer sur le plateau parce que ce n'est pas mon domaine, les plantes. Comme on entend parler des ginseng et tout là. Non, je ne veux pas. Je parle ici des aliments. Alors, une bonne alimentation. Comme on le dit souvent, que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Je voudrais dire que une bonne performance sexuelle passe par une bonne alimentation. On peut booster sa libido par les aliments. Et il y a ce qu'on appelle une drogue, ce qu'on appelle comme aliment drogue de l'amour. Je voudrais aussi parler, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, du chocolat noir. Du chocolat noir, je vous assure que ça a un effet qui joue ce qu'on appelle sur la dopamine dans le cerveau, qui est une hormone qui va booster ce qu'on appelle l'excitation. Et le ginger? Oui, le ginger aussi, ça, je n'aime pas trop parler du ginger parce qu'il y a beaucoup de contre-indications. Voilà pourquoi je n'aime pas parler. Donc ça veut dire que ce n'est pas conseillé? Non, le ginger est puissant. Est puissant, mais le problème c'est que, sauf que les gens s'y jettent là-dessus et ils le prennent à tort, voilà, à tort et à travers, et ça les crée des problèmes. Ceux qui ont parce que, attention pour ceux qui prennent aussi des anticoagulants. Voilà pourquoi je n'aime pas parler trop de ginger. Je parle des aliments où il n'y a pas de contre-indication, tout le monde peut prendre. Du chocolat noir, c'est cardioprotecteur, c'est bon pour le cœur. Alors tout ce qui est bon pour le cœur est bon pour la partie intime. Donc vous conseillez le chocolat noir? Chocolat noir, je dis bien le chocolat noir. C'est hyper excitant. C'est un Viagra naturel. Je dis bien du chocolat noir. Que ça soit pour la femme, que ça soit pour l'homme. Tous deux, ils vont prendre les pieds, comme on le dit souvent. Chacun va se sentir. Alors, il y a également, j'ai parlé de la pastèque, j'ai parlé des fruits rouges, du radis, qui est très bien. J'ai parlé des grains, les grains de lin, les amandes. J'ai parlé du pistache, des couches. Ça également, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Parce qu'il faut dire que même quand on parle de couche pour la femme aussi. Oui. Parce qu'il faut dire que, quand on parle de baisse de libido, il s'agit d'un problème hormonal, de trouble. Que ce soit l'homme, qu'on appelle testostérone chez l'homme, que ce soit chez la femme, les progestérone et tout, on a besoin de stimuler ces hormones. Et une fois que ces hormones sont stimulées, sexuellement, on est performant. Ça, il faut comprendre ça aussi. Ça, c'est très important. Mais par-dessus tout, combattre contre le stress. Parce que rien que le stress à lui seul peut nuire gravement au rapport sexuel. Peut entraîner une baisse vraiment assez considérable de l'appétit sexuel, le stress. Oui, c'est pour ça qu'il existe des gens asexuels qui n'ont aucun, c'est-à-dire dont le lit pour eux, ce n'est que pour dormir. C'est-à-dire, ils n'ont aucune pensée, c'est-à-dire ils n'ont même jamais pensé à ce qu'on appelle le sexe. On appelle ça les personnes asexuées. Ils existent? Oui. Il y a des personnes comme ça qui n'ont aucun plaisir, qui n'ont aucun désir pour ce qui est ici au Cameroun. Ça existe médicalement, ça existe. Mon vieux, ils font comment pour ne pas penser au sexe? Bon, j'ai une autre question, Larry. Comment est-ce qu'on peut prévenir la faiblesse sexuelle? Comment prévenir la faiblesse sexuelle? Oui, on peut prévenir. Comme on prévient d'autres pathologies, on prévient parce que la faiblesse sexuelle, c'est une pathologie. Je venais de dire tantôt un dysfonctionnement qui va au-delà de 3 mois, c'est déjà un problème. Il faut consulter. 2 à 3 mois, il faut consulter. Bien évidemment, avec des signes qui peuvent, avec des signes coureurs. C'est-à-dire, vous vous sentez pas, soit ça se lève, je veux dire chez l'homme, l'érection, ça se lève pour 1 minute. Une fois voulant aller à la pénétration, ça n'arrive même pas, et tout ça, c'est un problème. C'est un problème. N'oublions pas qu'au-delà de ça,
il y a également les médicaments. Il y a certains médicaments comme les somnifères. Quand on en prend, ça entraîne la faiblesse. Parce que ça vous fait dormir. Ça fait dormir. Ça influe sur ce qu'on appelle les troubles de circulation. Yes. Donc les somnifères, là, l'effet de prendre trop de somnifères, à la longue également, va entraîner une faiblesse sexuelle. Donc il faut faire très attention. Les somnifères, oui, bien sûr. Les somnifères. Oui, oui, bien sûr. Ça a été prouvé. Larry, quand on était encore plus jeune... Justement, parlant de cette histoire de somnifères aujourd'hui, parce que dans le processus que certains neurologues donnent, qui prescrivent des médicaments à certaines personnes qui ont du mal à dormir, Oui. en donnant des somnifères, Oui. et ça fait que ça devient très difficile pour la personne même de s'en débarrasser, c'est-à-dire on prend goût Oui. et on devient accro à ces Oui, la somnifères parce dépendance. qu'on devient dépendant de ces Oui. somnifères. Oui. Et quand on est déjà arrivé à ce stade, Larry, comment donc faire pour remédier à la question, remédier à ce que ces somnifères qu'on a ingurgités par le passé ne puissent pas avoir un incident, ne puissent pas avoir des conséquences sur notre vie sexuelle? Comment donc faire? Voilà, voilà. En ce qui concerne, déjà de prime abord, il faut identifier la cause de son problème. Mais ça pouvait être Voilà. une dépression. Mais c'est ce que, oui, c'est ce que je veux en venir. Une fois qu'on identifie la cause de son problème, vous comprenez que la prescription est limitée par le temps. Ça veut dire, le médecin vous dit, madame, vous allez le prendre pendant 1 mois. Vous allez arrêter. Parfois, vous savez, nous avons cet art de ne plus honorer au rendez-vous. On ne va plus chez le médecin. On se jette là-dessus. On se met à prendre des produits et tout et tout. À chaque fois, ça devient une automédication. C'est là, ce problème s'adresse à ces personnes-là. Parce que quand on vous prescrit un somnifère, c'est pour un problème bien précis. Seul le médecin peut vous demander non seulement d'ajuster, de modifier et d'arrêter en ce moment-là. Justement parce que lui-même, il pense à ça. Mais maintenant, pour vous, qui désormais, vous en faites de ça, c'est-à-dire un aliment, appelons ça comme ça, pour dire que si je ne prends pas, je ne dors pas, dites-vous bien que, par ailleurs, sur le point de vue sexuel, vous aurez des problèmes. Ça, il n'y a pas une autre manière de remédier à ça. Il n'y a pas une autre manière. Si oui, d'arrêter le médicament. Il n'y a pas une autre problème. C'est-à-dire, même si vous prenez... Et quand on a arrêté le médicament, Larry, oui, avec le temps, est-ce qu'on peut guérir de cette faiblesse sexuelle-là? on peut. On peut guérir une fois, comme je l'ai dit, la cause a été corrigée. Et corrigée. Et corrigée, parce qu'il faut corriger. On peut guérir. Aujourd'hui, à partir des aliments, à base des aliments, on peut se désintoxiquer le corps. Parce que quand on dit désintoxiquer le corps, a priori, on pense rien qu'un complément alimentaire ou un supplément. Même pas les aliments. Je crois que sur ce plateau, j'ai dit, il y a une autre forme de pouvoir se désintoxiquer le corps en prenant des agrumes. Notamment, j'ai pris l'exemple du citron. On prend un citron aujourd'hui, demain on prend 2, après demain 3, ainsi de suite. Après, on fait l'inverse. Ça nettoie, ça élimine ce qu'on appelle les toxines. Tout ce qui était regroupé. Ça va dégager. Ça va dégager. Ça remet l'organisme à neuf. Ça redonne de l'éclat à nos organes. Et ça donne la possibilité à nos organes de pouvoir se régénérer, de pouvoir fonctionner d'une manière naturelle. C'est ça le métabolisme. Est-ce que le jeûne aussi ne peut pas faire ça? Le persil, pour drainer, oui, ça c'est bon. Est-ce que le jeûne aussi ne peut pas faire ça, les chrétiens qui jeûnent? Non. Il faut faire très attention parce que si oui, faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Voilà. Mais pas le jeûne sec. Mais il faut faire très attention parce que le jeûne également ont des conséquences irréversibles sur nos santé. Ça, surtout quand vous êtes déjà malade. Voilà. Il faut faire très attention. Waouh. Oui, bien sûr. Oui. Il ne faudra pas confondre l'organisme qu'on se met au jeûne parce qu'on veut faire une opération. Oui, parce qu'on veut faire une opération et tout. Et vous confondez médicaments. Non, il ne faut pas. Ça, je ne conseille pas. Il faut faire très attention. Mais je voulais répondre à ce que Maigras disait. Franchement, on peut se nettoyer et retrouver sa libido. Et rendre sa libido d'une manière optimale. Oui. En se nettoyant, en drainant, même le persil. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Même le persil, même le céleri. Ça booste la libido. Parmi les radis, quand j'ai parlé des radis, des légumes, le céleri en fait partie. Donc, en prenant sous forme d'infusion et tout là, c'est bon. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler encore pour le... Il y a un médecin, en fait, quand on va, par exemple, aujourd'hui dans les... il y a des écorces que les gens mélangent souvent avec du haki. Oui. Ils disent que c'est pour nettoyer les reins, pour pouvoir permettre à l'homme
d'avoir une bonne vie sexuelle. Sexuelle, oui. Mais est-ce que l'écorce qu'on mélange avec l'alcool là, n'est-il pas, enfin, l'alcool là ne sera pas nocif à l'organisme? Vous savez, Mère Grace, je venais de dire sur le plateau que l'alcool est incompatible avec une vie sexuelle performante. Au contraire, je vais vous dire, au contraire, ça joue le rôle inverse. Ça joue le rôle. Au contraire, ça affaiblit même d'ailleurs l'homme, l'alcool en elle-même. Parce que vous allez constater, chez certains hommes, pour se rendre beaucoup plus, au moment de l'acte, ils prennent une gorgée ou bien ils prennent des consos, qu'on appelle des consos, de whisky. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un problème érectile. Et justement, quand ils le prennent a priori, quand ils prennent une conso, justement, ça joue parce que c'est un excitant. Ça booste là, ça fait monter là, mais je dis c'est pour quelques minutes. C'est pour quelques minutes parce que et ça se rendort. Et quand ça se rendort, c'est tout un problème pour pouvoir reprendre son cours. En ce moment-là, l'alcool, une fois que ça commence à pénétrer les organes et tout, ça va jouer le rôle inverse. Voilà pourquoi je déconseille même à tous ceux qui pensent qu'il faut bien boire pour pouvoir se jeter sur un lit, pour pouvoir faire les rapports à bien. Non, je déconseille. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas faire des rapports. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. On n'a pas besoin de boire pour pouvoir entretenir des bons rapports. Non, on n'a pas besoin. Au contraire, on a besoin de bien manger. Je dis bien de bien manger. Bien manger, ce n'est pas manger copieux. Ce n'est pas manger beaucoup. Parce que si vous mangez beaucoup, vous allez étouffer. Vous n'aurez pas assez d'énergie. C'est de manger moyennement, équilibré, léger. Et là, ça c'est bon. Parce que ce n'est pas ce que vous mangez à l'immédiat qui vous donne la force de pouvoir. Non, détrompez-nous. Ce n'est pas ça. C'est plutôt le lendemain. C'est plutôt le lendemain. Ça aura les effets, voilà, le lendemain. Alors, loin de penser, il n'y a que le Viagra là, justement, qu'on peut prendre et que en 15 minutes, ça a un effet. Parce que c'est chimique et ça booste. Et là, ça c'est différent en ce qui concerne les aliments. Voilà pourquoi j'ai dit, n'attendez pas au moment de l'acte pour acheter un chocolat, une plaquette de chocolat, une fois, peut-être en un mois, et dire que non, c'est pour booster votre libido et tout, non. Il s'agit de la régularité. Il s'agit de prendre du chocolat au quotidien. Parce que non seulement c'est pour la libido, non, mais c'est aussi cardioprotecteur. Donc c'est un mode de vie. Il s'agit ici d'un mode de vie qu'on devrait normalement s'inculquer. Bien manger. Alors, Larry, moi je veux ajouter autre chose sur toujours booster, oui. Parlant de la faiblesse sexuelle. La faiblesse, oui. J'en parle beaucoup parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens, oui. Et j'ai beaucoup lu des trucs sur la faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle, oui. D'où mes questions oui. souvent là maintenant. Mais moi je dis, parce que quand on prend, et aussi le mixage de beaucoup de trucs, beaucoup de gens prennent plein de choses. Oui, beaucoup. Mais bon, maintenant, je veux savoir la fréquence de la détoxification. Je veux dire la désintoxication, non pas des... Oui, la détoxification. C'est ça le mot. Oui. Oui. La détoxification du corps. Oui. Pour pouvoir permettre de libérer ces toxines-là et pour que nous puissions être aptes au rapport sexuel. C'est quoi la fréquence? Parce que, est-ce que ça doit se faire tous les jours ou toutes les semaines? Pour le citron, vous avez commencé de 3 jusqu'à... Non. Je voudrais dire que pour quelqu'un qui mène une vie saine et équilibrée, n'a pas besoin de le faire en termes de semaines. A besoin de le faire après 6 mois. Ah. C'est comme quelqu'un qui se puge, qui est tout à fait naturel. Oui. Je crois que nous l'avons dit plusieurs fois sur ce plateau, c'est de savoir avec quoi se puger. Ça c'est. Mais pour quelqu'un qui ne mène pas, qui mange la malbouffe, qui est alcoolique, qui fume, parce que n'oublions pas, la cigarette également, nuit gravement. Oui, c'est un facteur à la faiblesse sexuelle. Tous ceux qui fument, bien sûr. Alors, pour ceux qui mènent cette vie-là, ils ont besoin, je pourrais dire même tous les jours, pour pouvoir se nettoyer. C'est presque comme quelqu'un qui lave sa voiture quand il entre dans la boue, un porc qui se salit et qui se lave. Ça, c'est important. Mais je dis, ça, c'est une mauvaise vie parce que vous vous tuez lentement. Ça, il faut le dire parce que si a priori, je sais que je dois boire beaucoup d'alcool parce que demain, je vais aller me désintoxiquer. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que à chaque fois que vous vous intoxiquez,
il y a un organe qui souffre, qui empathie, c'est ça le problème. Même si vous devez le nettoyer le lendemain. Pourquoi? À quoi bon le faire? Non, mangez bien, vivez sainement. Et après 6 mois, passer à une forme de désintoxication et tout, redonner le corps la possibilité à l'organisme de se régénérer et tout. Et quand ça passe par quoi? Ça passe par vous évitez tout ce qui est médicament. Parce que tout ce qui est médicament est chimique et ça crée ce qu'on appelle l'acide dans l'organisme. Et vous savez que notre corps est beaucoup plus acide, ce qui est favorable à beaucoup de pathologies. C'est un terrain sensible à beaucoup de pathologies. Donc il faut alcaliniser le corps, manger des fruits, se laver. Parce que quand on dit se laver, ce n'est pas seulement de l'extérieur, de l'intérieur. Nous avons parlé de la puge. La puge également, c'est une forme de désintoxication. Pas forcément anale. On peut se puger également en prenant les agrumes. Ça veut dire par la bouche. Voilà, avec le citron, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, Larry. Nous sommes arrivés au terme des 11h54 déjà. Une dernière question. On ne peut plus, Calvino. On n'y a pas de dernière. Tu vas reposer ça en off, s'il te plaît. On suit le conducteur. Voilà, on se sépare, on se retrouve mardi prochain. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, avec un autre thème qui va certainement, être apprécié par beaucoup. Remercions Aline Gotonier qui écrivait avec nous. Ouais. Oui, elle ne faisait qu'écrire. Elle dit sacré docteur. C'est la docteur, c'est là. Ah ouais, elle nous regarde depuis Emombo à Yaoundé. Merci aux téléspectateurs de Yaoundé. Calvino, merci. Je serai à Yaoundé le 19. D'accord. On se retrouve demain, non? Oui, demain. Avec la même pêche. Avec M. Kouemen. Voilà, avec Roland Kouemen, qui est coach en développement et formateur. Restez en compagnie des programmes de STV à 13h, comme on disait. Ce sera le Flash Info, le journal à 18h sur STV et les 2 journaux, 18h et 20h. Nous sommes mardi aujourd'hui. Carte sur table avec Dipita Tongo, c'est à partir de 22h. Allez, prenez soin de vous, prenez soin aussi des autres. On se retrouve demain. Ciao. Mouah.